à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. À la Cantorade qui reçoit aujourd'hui plusieurs invités à propos d'un livre qui s'appelle Des étoiles plein les yeux, qui a été écrit par Michel Cabaret et édité par les éditions AR, on verra pourquoi AR Collection. Et donc, bonjour André déjà. Bonjour Bernard, voilà. La fabuleuse histoire de l'espace des sciences, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, Michel, bonjour. Bonjour. Michel Cabaret, que l'on connaît bien, qui est venu plusieurs fois ici à Radio Laser. On a parlé de vulgarisation, de beaucoup de choses en rapport avec les sciences. Yvon Lechevestrier, bonjour. Bonjour. Qui a édité ce livre. Bah oui, Art Collection Édition. Oui. AR, vous posez la question, oui. Ça veut dire art en breton, c'est près de. Près de. Mais quand on est à Rennes, on peut dire AR comme à les Rennes. Ah, voilà. Fan du club de Rennes, hein, c'est ça. Michel également. Michel aussi, bon. Et donc, Bruno également, Bruno Mauguin. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Bruno qui est responsable du planétarium, je crois, avec Priscilla Abraham. Je ne me trompe pas. Exactement, oui. D'accord. Et donc, on a trouvé judicieux d'inviter, d'ailleurs dans le livre, on parle aussi de Bruno, de l'inviter, puisqu'il fait partie de l'aventure également de l'espace des sciences depuis pas mal d'années, hein, je crois. D'accord. Depuis un peu plus de 20 ans maintenant. D'accord. Donc, nous vous proposons à peu près 4 chroniques. Normalement, quand je dis à peu près, non, ce sera 4 chroniques sur ce livre qui est passionnant et richement illustré, donc Des étoiles plein les yeux, qui retrace la genèse et l'histoire de l'espace des sciences de Rennes, laquelle se confond avec une bonne partie de la vie de Michel Cabaret, son directeur depuis pas mal d'années, hein. 1989 à peu près, hein, c'est ça 88. 88. Et je suis arrivé même avant, fin 86 à l'espace des sciences. Il s'appelait le CCSTI à l'époque. Le CCSTI. Le Centre de culture scientifique, technique et industrielle. C'était un peu quand même abscon. C'est bien de dire ce que signifie un sigle. Voilà. Donc il est notre invité, donc avec Yvon Lechevestrier qu'on vient de présenter également, et donc avec Bruno. Alors, on devait avoir Jean-Louis Quatrieux, mais malheureusement, il n'a pas pu venir, parce que Jean-Louis a une bonne expérience également en matière de sciences, et donc il a déjà fait, je crois, 1 ou 2 exposés dans le pass des conférences du mardi, je crois, c'est ça. Et donc, certains, je l'espère, en lisant ce livre, vont vivre en résonance, en écho avec eux-mêmes, les stimuli cumulés qui ont participé à éveiller Michel Cabaret à la curiosité scientifique. Curiosité scientifique grâce au fait de, probablement, mais Michel faudra me corriger, le fait de vivre en contact avec la nature, de regarder les premiers pas de l'homme sur la Lune, les multiples dialogues avec des personnes passionnées de découverte, de compréhension, de curiosité sur la nature et de ces phénomènes. Et de plus, certains plus rares peut-être comprendront ce désir de vouloir transmettre cette curiosité en participant ou en initiant une vulgarisation didactique des connaissances et des découvertes scientifiques du passé, mais aussi du présent, ou en initiant toute une série de processus amenant à être curieux. Et donc aussi de montrer où en est la science en marche. Et c'est ce qui se fait aussi à l'espace des sciences, la science en marche pour l'ensemble des spectres de recherche. En effet, on va le redire sûrement plusieurs fois, être curieux, c'est toujours questionner, donc être dans une démarche de recherche permanente. Une question appelant après une autre question, et après une réponse incomplète, amenant encore à une autre question.
Et je voudrais dire le grand plaisir que j'ai eu à lire ce livre, Michel. Oui. Merci. J'ai eu un grand plaisir à lire ce livre, qui est comme un hymne à la science, à la recherche et à la vulgarisation scientifique. Donc à la curiosité, comme je viens de le dire, pour tout ce qui nous entoure, de près comme de très loin, mais aussi nous habite notre propre vie. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. On va commencer donc par la présentation du livre. Et donc, on peut distinguer, je vais citer, je crois que c'est une citation que tu as dans ton bureau, Michel, sur ton bureau. Elle est de Diderot. Elle est de Diderot. Alors, il disait, il écrivait plutôt, je distingue deux moyens de cultiver les sciences. L'un d'augmenter la masse des connaissances par des découvertes, l'autre de rapprocher les découvertes et de les ordonner entre elles afin que plus d'hommes soient éclairés et que chacun participe ainsi à la lumière de son siècle. C'est Denis Diderot qui est né en 1713 et décédé en 1784, philosophe donc des Lumières. Alors maintenant, le titre de ce premier livre de Michel Cabaret, qui est en partie l'histoire de sa vie, est à l'image de ce qu'est Michel. Moi, je redonne ce que je ressens. Un esprit curieux, passionné de science et vulgarisateur, autant pertinent qu'efficace. Michel, finalement, c'est un médiateur qui sait transmettre et trouver les récepteurs, parce que c'est important de trouver les récepteurs. Et c'est un livre de l'ordre de 120 pages, à peu près, qu'il nous propose, avec une où l'on voit Michel tenant un récipient contenant de l'azote liquide. C'est bien ça, hein, Michel? C'est ça. Et alors, ça a été préfacé par Étienne Klein. Et Étienne Klein, qui d'ailleurs appelle Michel mec... comment il charitable. Mec charitable. Donc, on retrouve toutes les lettres de Michel Cabaret. C'est pas mal. Hein, c'est un anagramme. C'est un anagramme, il finit comme ça. Alors, cette photo en première page me fait penser à un livre qui s'appelle « Histoire de la vie latente », qui a été écrit par Stéphane Tirard. Et l'histoire de la vie latente, c'est l'histoire de la vie congelée. Hein, on congèle des cellules. On l'a fait tous plus ou moins si on a été chercheur un peu. Ensuite, on les réveille. Et donc, c'est une forme de vie qui est là, mais c'est peu une vie, puisqu'elle est congelée à moins 190 degrés à peu près, quoi. Et donc, pourtant, elle va se réveiller, quoi. Et quelque part, je trouve que cette image est bien, parce que, quelque part, l'espace des sciences et le travail que fait Michel depuis beaucoup d'années, c'est finalement de révéler une curiosité latente en chacun. Chacun, finalement, est curieux. Un enfant est curieux dès l'âge de 6 ans. J'ai été dans le passé, pour gagner ma vie, un peu enseignant dans le secondaire. Les élèves de 6e, c'était « Pourquoi ? Comment ? Pourquoi le ciel est bleu ?» etc. etc. Et donc, ça, c'est assez remarquable. Et donc, finalement, il faut révéler à nouveau cet esprit de curiosité, et ça, c'est important. Tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Oui, juste une précision, André, tout simplement, oui, sur l'idée de curiosité. Parce que l'idée de curiosité met en jeu en fond de force centrale chez chacun d'entre nous, la sensibilité, mais aussi exige qu'on mette en exercice ce qu'on appelle la raison et le meilleur usage possible de la raison. Et c'est un peu ce livre-là qui nous suggère cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faut regarder le livre, non pas avec les yeux uniquement, mais il faut les yeux pour le regarder, mais en même temps, il faut que dans la tête, il y ait quand même cette faculté de juger qui reste dominée par l'idée d'un raisonnement à produire, à construire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble, moi. Oui. Alors donc, c'est un livre de 120 pages, qui est donc, je l'avais dit tout à l'heure, super bien illustré, avec des belles illustrations, des belles photos, des anecdotes aussi. On y découvre des moments essentiels de la vie de Michel et de l'espace des sciences, ainsi comment a germé sa passion de la science, son désir de vulgariser, et la genèse de l'espace des sciences, comment ça a démarré, donc on va peut-être en parler tout à l'heure. Et donc chaque chapitre, ça c'est intéressant aussi, est suivi d'un petit article intitulé « Questions de science ». Je crois que ça passe aussi
sur France Bleu, c'est ça, et c'est dans Sciences Ouest également, Voilà. À la fin, à chaque fois. Donc c'est quelque Et chose. dans Ouest France aussi, le jeudi. Et dans Ouest France le jeudi. Donc, et en général, c'est toujours le même thème chaque semaine. Non, Dans les différentes, en fonction des saisons, des Oui, non, sujets mais d'actualité. Je veux dire, en une semaine donnée, ce qui va passer sur Ouest France, sur France Bleu, sur Sciences Ouest. Non, tous les mois. non. Non, Non. pas du tout. C'est pas coordonné. Ça peut, mais D'accord. c'est aléatoire. D'accord. Comme Donc, le temps. Voilà. Et en tous les cas, dans le livre, c'est en rapport avec Oui. le sujet traité à C'est ça. chaque fois. Hein. Et je peux faire juste une petite remarque à ce oui, propos. André, Justement, oui. ça c'est aussi l'intérêt de l'édition et du choix du format. Parce que le format joue un rôle important dans le livre. D'abord, ça nous oblige à élargir notre champ d'horizon, notre champ visuel. Donc, on sort de la calculatrice et puis du petit format du téléphone portable. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a les petits passages, parce qu'ils sont relativement restreints, sont suffisants pour relancer le débat. Donc, on n'enfonce pas dans le discours purement scientifique, mais à l'occasion de l'histoire d'une vie et surtout des images, on pose des arguments scientifiques. Ça, c'est bien ça, pour la pédagogie. D'accord. Donc on a beaucoup parlé, nous maintenant ça va être à Michel, à Yvon et à Bruno aussi de parler. On va peut-être demander pourquoi ce titre déjà, alors je sais pas, à Michel, à Yvon, pourquoi ce titre des étoiles plein les yeux? Ce titre s'est imposé. J'ai pas eu à le chercher. Depuis une trentaine d'années, je connais Michel et je lui ai toujours vu des étoiles plein les yeux. Donc voilà, tout de suite, j'avais dit à Michel, si tu es d'accord, ce sera le titre du livre. Et donc il a été d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Et tu le Les ressens yeux comme du ça. corps, les Voilà. yeux de l'esprit. Il y a un côté émerveillement, bien évidemment, hein, dans Oui, bien sûr. la science dont on pourra Bien sûr, parler. bien sûr. Alors, il y a eu un déclic parce que un livre, ça s'écrit pas comme ça. Qu'est-ce qui a amené finalement à vouloir écrire ce livre? Parce que Michel, ça fait pas mal de temps que vous officiez à l'Espace des Sciences. Au bout de 38 ans, tout d'un coup, allez tiens, je vais écrire un livre. C'est vrai que j'ai pris de l'âge, j'ai quelques cheveux blancs maintenant, mais bon, mon idée, c'était aussi de transmettre quelque chose pour expliquer cette formidable histoire. J'ai eu la chance de connaître Yvon. Yvon montait sa maison d'édition, et finalement, c'était opportun. Nos calendriers finalement se sont bien croisés. On m'avait parlé de raconter cette belle histoire de l'Espace des Sciences avec des éditeurs nationaux, mais j'aurais jamais eu le contact aussi, comment dirais-je, riche que ce que j'ai pu avoir avec Vous Yvon. aviez un dialogue permanent, pour le concevoir, quoi. Une relation aussi, Yvon pourra en parler pour le compléter, mais avec Jean-Pierre Pallier, qui est un graphiste, qui a mis en page et qui est un artiste, qui a beaucoup d'idées pour mettre en valeur finalement les sciences, parce qu'avec C'est Yvon, important, l'illustrateur voilà, est important. on a aussi, voulu bien sûr, montrer que photographe la aussi. science est belle. Oui, absolument. C'est important. Et donc, comment a été conçue l'édition et la réalisation de ce livre, Yvon? Une fois qu'on a eu trouvé le titre et que Michel me dit que depuis plusieurs années, il voulait raconter l'histoire, on a imaginé ensemble un scénario qui était calqué sur sa vie. Parce que dès qu'il a commencé à me parler de l'Espace des Sciences, moi je l'ai interrogé sur mais pourquoi tu es venu toi aux sciences? Oui, tout à fait. Donc c'était retour à l'enfance, retour au Perche où il est né. Et donc le scénario s'est un peu imposé, c'est-à-dire c'est à la fois l'histoire de Michel qui sert de fil rouge et la fabuleuse histoire de l'Espace des Sciences. D'accord. Titre facile à trouver, scénario assez facile, on l'a bâti, on se voyait une ou deux fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, et on a avancé très très vite quand même. Oui. Hein, ouais. Ouais. Et donc, vous avez commencé quand, en 2020? C'est presque 2 ans de travail, mais 1 an et demi vraiment de manière plus approfondie. Donc il y avait du travail d'écriture. Je recherchais aussi les illustrations, les photos, parce que ça, je remercie vraiment Yvon parce que c'est un livre-album, c'est un très bel objet. Vous l'avez dit plusieurs fois, Oui. et donc on a voulu qu'il soit aussi original.
Donc, lorsqu'on l'a dans sa bibliothèque, ce livre-là, il représente quelque chose, quoi. Le format est assez grand. On a parlé de la qualité des illustrations, de ces questions de science qui ponctuent la fin de certains chapitres. Donc, c'est un livre-album original. Et l'idée, c'est vraiment de faire plaisir au lecteur, oui, tout à fait. De susciter des vocations et de l'intérêt. Le terme album correspond bien. C'est pas un livre en soi, c'est un album comme on feuillette un album photo, comme un album de famille. Donc vous ne diriez pas livre, Yvon, vous diriez plutôt album, c'est ça. D'accord. On peut lire d'ailleurs aussi les chapitres de manière indépendante les uns des autres. Oui. Voilà. C'est en ce sens que c'est un album. Même, parce même qu'un s'il y a livre, un scénario, un livre, on le lit en principe du début à la fin. Voilà. Alors que là, comme vient de le dire Michel, on peut aller d'un chapitre à l'autre, on peut commencer... C'est pas un roman. C'est pas un roman. Non. Même si la vie de Michel est quand même un peu un roman. Alors justement, la vie de Michel, finalement, ça a été une incubation de quelqu'un qui était peut-être curieux déjà dans ses chromosomes, on va dire peut-être, et puis ensuite d'un désir de vulgarisation. Comment ça s'est passé la découverte de la nature, des sciences? C'était dans le Perche, dans la ferme de vos parents? Oui, Michel, c'est ça, Bernard, vous avez raison. Comme tous les enfants, je pense que la curiosité n'était pas un vilain défaut chez moi. J'essayais de comprendre les choses en observant la vie dans la nature, la vie à la fois des plantes, des animaux, mais aussi de l'élevage à la ferme. Mes parents avaient une ferme de polyculture élevage, donc il y avait une dizaine de vaches, il y avait quelques cochons, des veaux, des poules, des lapins. Donc, pour un enfant, c'est formidable d'observer ça et de... Vous étiez du genre contemplatif, en extase devant la nature, les animaux, etc. ou aussi en cherchant à analyser aussi également. Contempler, mais aussi analyser. J'observais, mais j'ai essayé de comprendre. Et les souvenirs que j'ai les plus forts, on en parle un petit peu dans le livre, c'était par exemple d'observer des têtards dans des petits ruisseaux là, de la rivière Lausanne. Et ces têtards, je savais qu'après ils allaient devenir des grenouilles, mais en classe on avait des leçons de choses et on les avait mis en aquarium. Et donc j'avais observé que ces têtards, tout d'un coup, avaient 2 pattes à l'arrière, puis 2 nouvelles pattes à l'avant, et puis tout d'un coup, et là c'était phénoménal, ils sortaient de l'eau pour avoir une respiration aérienne. Et moi je me disais, mais si je suis dans la piscine et que je mets la tête sous l'eau, je vais y passer, quoi. Donc eux, au contraire, ils sortent de l'eau, ils prennent une respiration aérienne. Comment cela peut-il se passer? Bon, j'ai appris bien plus tard, avec l'embryogenèse, que nous aussi, on avait une vie aquatique avant d'avoir une vie aérienne. Donc, ça, c'était quelque chose quand même qui me posait des questions. Après, de manière plus amusante, j'avais observé, par exemple, que, comme beaucoup d'agriculteurs, les vaches, lorsqu'elles rentrent dans l'étable, c'est toujours la première qui rentre la première et la dernière, toujours la dernière. Et moi, ma favorite, c'était la dernière, et j'essayais qu'elle rentre la première, mais elle voulait jamais. Voilà. Bon, elle s'appelait Rosalie, pour la petite histoire. Alors, la hiérarchie, le sens de la hiérarchie. Entre parenthèses, on a une explication, une histoire de hiérarchie, comme le dit André, là. Génétiquement programmable ou programmé? Je sais pas, je pense que c'est le comportement des animaux où il y a des individus qui sont plus dominants que d'autres, et donc les vaches elles-mêmes, elles respectent la hiérarchie, effectivement. Elles la respectent, sans broncher. Et donc, finalement, après, j'ai lu ce livre avec grand plaisir, je disais. Après, c'était une sortie au Palais de la Découverte à Paris. En quelle classe? En 6e, en 5e, en 4e? 5e, j'avais 13 ans. Donc c'est vrai que bon, aller à Paris déjà lorsqu'on était à la campagne, c'était tout un événement. Donc aller sur les Champs-Élysées, en plus... au Palais de la Découverte, qui était un grand palais, il fallait monter les marches, et là c'était le palais de la science, le palais des découvertes scientifiques. Il y avait des médiateurs, des animateurs qui étaient en blouse blanche, il y avait une loterie, il y avait une loterie de l'hérédité.
On envoyait aussi de l'électricité dans le corps humain. Moi, ça me faisait rire parce que les filles qui avaient des cheveux longs, tout d'un coup, ils se dressaient. Cage de Faraday. Voilà, c'est ça. Ces expériences-là, elles ont marqué toute une génération. Et bon, il y avait aussi des expériences de physiologie de la perception, c'est-à-dire qu'on voyait des bateaux, on les regardait après avoir vu un cercle noir et blanc tourner sur lui-même un peu comme une toupie, puis tout d'un coup, on voyait le bateau qui avançait, mais quand on regardait à côté, puis qu'on remettait les yeux dessus, il reculait. Alors là, bon, je me disais, mais comment ça c'est possible, cette affaire-là? Donc, c'est cette démarche un peu contre-intuitive, là, ça a été un petit peu aussi la base à l'espace des sciences. C'est-à-dire de prendre les gens un petit peu à contre-pied de ce qu'ils attendent pour déclencher un peu la réflexion chez eux de qu'est-ce qui se passe. Quelque part, ça vous a inspiré aussi, le Palais de la Découverte, oui. Ouais, c'est un côté merveilleux parce que là, on illustrait la science, la science en train de se faire aussi, avec des scientifiques face au public, quoi. Alors, on avait les cours de sciences à l'école primaire, on a parlé de leçons de choses, mais on avait aussi au collège les cours de maths, de physique, de chimie, de biologie. Mais là, c'était un espace qui était complémentaire, grandiose et à la fois différent. Il y avait des grosses expériences qui fascinaient, quoi. Ok, vous êtes allé plusieurs fois comme ça au Palais de la Découverte? Alors du Michel? coup, j'y suis allé une première fois, ça m'a fasciné. Et lorsque après j'étais au lycée, qui était à Chartres, on était un petit peu plus proche là de Paris que de Brou. Et donc là, il m'est arrivé certains après-midi, certaines journées, d'aller spécialement au Palais de la Découverte pour découvrir les salles sur la radioactivité, par exemple, sur la génétique, pour comprendre comment fonctionnait une centrale nucléaire, pour comprendre le fonctionnement de la génétique. Parce que ça aussi, c'était intéressant. Un papa avait les yeux bleus, une maman les yeux marrons, et puis quelle était la couleur des yeux de l'enfant. Donc j'ai appris les gènes récessifs dominants. Et c'était bien expliqué à chaque fois, et il y avait tellement de choses à apprendre dans tous les domaines. Et donc, finalement, vous envisagiez une carrière à la ferme ou pas? Mes parents le souhaitaient, mais j'avais compris que il fallait que je m'en sorte aussi tout seul. D'où le titre d'ailleurs de ce chapitre numéro 7. Je prends conscience que je dois m'en sortir seul. Oui, voilà. Ben oui, parce qu'à l'époque, lorsqu'on s'intéresse aussi à la généalogie, on vient tous un petit peu les uns les autres de la campagne. Hein. Nos parents, nos aïeux, grands-parents, arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Hein. C'était comme ça partout en France d'ailleurs, partout dans tous les pays aussi. Et donc, étant fils unique, mes parents pensaient que j'allais reprendre la ferme de mes grands-parents. Et puis, il se trouve que je travaillais bien à l'école et que j'étais curieux. Et je me suis dit vraiment, il faut que j'y aille. il faut que je m'émancipe. Il faut que je continue mes études. Il fallait que je le prouve aussi à mes parents. Bah oui, aussi. Et c'est pour ça que j'ai quand même fait des études agricoles pour leur faire plaisir aussi. Oui, alors ils avaient encore peut-être l'espoir qu'il y avait reprise de la ferme éventuellement. C'est vrai. Quoi, c'est ça. Et puis je les aidais. J'étais à l'époque, c'était comme ça aussi dans les campagnes. Les travaux étaient en commun. Les grands-parents venaient aider aux moissons. Moi-même, j'ai passé mes étés aussi à aider à faire les moissons, avancer le tracteur, passer les bottes, les foins avant, préalablement. Et c'était un travail qui était collectif, quoi. Il y avait la famille, il y avait les voisins, les amis. On tuait aussi le cochon une fois par an. C'était une vie dans laquelle j'étais, quoi. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Un autre aspect que j'ai connu aussi, on a ça un peu en commun, Michel. J'étais devant la télé, mais je suis un peu plus âgé que vous. J'étais devant la télé. C'était le 22 juillet 1969. C'est ça. Et j'ai filmé, j'ai pris en photo l'écran du premier pas de l'homme sur la Lune. Et j'ai lu dans votre livre que vous étiez aussi devant la télé, mais vous êtes endormi, quoi. Ouais, parce que vous étiez plus jeune. J'étais petit, j'avais 9 ans. Ouais. Et ça a été un déclic aussi, ça. Ah, c'était formidable. Ouais. C'est-à-dire que tout devenait possible.
Je me rappelle, le lendemain, les parents, les grands-parents disaient mais ils ont réussi le débarquement et puis là ils sont sur la Lune. Tout nous semblait possible. Et puis après ça, on a quand même eu le TGV, le Concorde. La science était synonyme de progrès. Bon, et la technologie. Et la technologie, quoi. Et elle était maîtrisée. Premier pas de l'homme sur la Lune et un pas de géant pour l'humanité. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Il en reste encore à faire. Alors après, vous avez fait des études, vous êtes rentré à l'université, c'est ça? Oui, c'est ça, j'avais fait un BTS agricole, après j'étais sorti major de la promotion, et puis c'est là que j'ai rencontré Paul Tréhin pour être candidat, donc en maîtrise sciences et techniques, d'aménagement, de mise en valeur des régions. Et là, c'est mon arrivée à Rennes en 1980. Et c'est une nouvelle période un peu qui s'est ouverte à moi, celle aussi des études. Hein. Ouais. Et puis après ça, donc aujourd'hui on parle de Master 2, de doctorat, donc en biologie du sol à la station biologique de Paimpont. Et là, je retrouvais aussi certaines de mes racines rurales parce que j'aimais bien aussi expliquer les travaux scientifiques que l'on faisait en forêt auprès des agriculteurs de la région de Paimpont. Il y a eu des soirées assez mémorables où on expliquait aux agriculteurs la valeur pédologique. Ouais, pourquoi on faisait ces recherches, comment on les faisait. C'était de l'argent public et ça me semblait normal de restituer finalement aussi aux personnes. Au public. Donc, voilà. Donc déjà, vous faisiez de la recherche, Michel, bien sûr. Oui. Vous avez fait une thèse, c'est ça, là-bas. Et puis en même temps, vous aviez le plaisir... C'est ça. De transmettre, c'est ça. C'est ça, le week-end pour gagner de l'argent, comme beaucoup de jeunes, je faisais des visites guidées en forêt de Paimpont, et donc les gens de l'Office de tourisme de Rennes venaient découvrir la forêt. Moi, je leur parlais des légendes, mais je leur parlais aussi un petit peu du sol, des végétaux, de la nature, et puis... un événement aussi mémorable, avant la fête de la science, on avait organisé avec Paul Tréhin des journées portes ouvertes à la station biologique de Paimpont. Et là, sur 4 km, il y avait des voitures. Pour venir voir. Voilà, c'est ça. Là, on vous voit en photo, d'ailleurs, page, je sais plus, page 29. On vous voit en photo, jeune étudiant qui emmène tout un groupe pour montrer cela. Surtout dans le Val-sur-Tour. Oui. On y revenait quand même. Sans retour. Donc, on a fait déjà... une première partie sur la genèse finalement de ce souhait de vulgariser. On va se retrouver la semaine prochaine pour continuer à parler. Et là, la prochaine fois, on va détailler certaines parties du livre. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Prenez soin de vous et on retrouve Michel la semaine prochaine. Avec Yvon et Bruno. Et avec André, bien sûr. Portez-vous bien. Au revoir. Va l'été.